Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous pour cette nouvelle interview de Scale2Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Baptiste. Salut Baptiste. Salut. Alors Baptiste, je vais commencer par te présenter avant de te poser la première question. Donc Baptiste, tu es diplômé de l'EM Lyon, tu as fait un stage chez Michel Augustin pendant ton parcours scolaire. À la sortie de l'école, tu rejoins Google avant de travailler pour le groupe Cospirit, un groupe de médias locaux. Au sein de cette société, tu vas rencontrer Olivier, ton futur associé, que je salue. Ensemble et avec le soutien de Cospirit, vous allez développer Romler en France pendant presque 7 ans. Et en 2020, à la suite d'une levée de fonds du groupe, tu vas quitter Romler et te relancer en créant Huggy, une plateforme de recrutement circulaire. En plus de cette activité, tu participes à l'animation de l'écosystème entrepreneurial lyonnais en étant président du Cercle Pépite. Alors, Exactement. je vais te demander déjà de présenter un petit peu Huggy et Romler et l'activité des deux sociétés. Ouais. En effet, donc Romler, première création d'entreprise quand j'avais 30 ans, c'est né suite à 3 semaines de vacances consécutives d'été. Je me suis dit pourquoi j'ai toujours pas créé une boîte et j'ai pas trouvé la réponse. Donc en rentrant, j'étais voir mon patron, j'ai démissionné et quelques mois plus tard, on crée Romler. Romler, c'est une société d'études de marché digitalisée dans le monde de la grande consommation. On s'attelait à travailler l'exécution point de vente. Donc en fait, les milliards d'euros faits par Unilever, Procter, Danone, Coca, ils sont faits grâce à des ventes de produits à 2 ou 3 euros qui se cumulent. Et tout ça, c'est fait parce que leurs produits sont bien visibles, bien mis en magasin, etc. Et que dès lors que c'est moins bien fait, ça a un impact sur les ventes. Donc nous, on allait étudier, grâce à Romler, comment tout cela était exécuté dans tous les points de vente, partout en France, et on le faisait d'une manière à la fois très innovante et pourtant extrêmement simple. C'est plutôt que de dédier des personnes à aller visiter les points de vente qui étaient des salariés, qui avaient des longs déplacements à faire pour cela, on demandait aux clients qui passaient devant les rayons. Donc ça paraît assez basique, mais c'était un moyen de capter de l'information très rapidement et à des coûts aussi plus intéressants. Et donc notamment, il y a une application et 200 000 shoppers qui étaient membres de cette appli partout en Europe. On prenait des photos et on répondait à un ensemble de questions qui nous permettaient vraiment de savoir comment la réalité des choses se passait en magasin, et on revendait ces informations en les traitant et en les analysant à des grands acteurs de la grande conso, donc des marques, mais aussi des distributeurs pour les aider à développer leur vente. Et c'était un projet un peu particulier vu que vous avez développé la filiale française d'un groupe étranger, c'est ça? Ouais, en fait, avec Olivier, on connaissait bien les besoins de ces retailers et de ces marques par notre expérience commune chez Cospirit. Et on a cherché à amener une solution un peu plus digitalisée, un peu plus innovante à l'époque. Et on était ni l'un ni l'autre des CTO en puissance. Donc on a cherché des technos qui nous permettraient d'être très rapidement actifs sur le territoire. Et donc on a créé une boîte tous les deux from scratch, mais on a été chercher une licence d'exploitation de technologie pour pas avoir à faire le développement. On s'est pas mal orienté d'abord vers les États-Unis parce que c'était un peu plus à l'époque là où il y avait de la tendance, mais on avait bien avancé avec une boîte. Mais la contractualisation américaine est assez différente de celle en Europe et en France, et donc les contrats qu'on évoquait nous paraissaient tout de suite assez complexes quand même à mettre en œuvre. Et donc on a trouvé une boîte néerlandaise à l'époque en Europe qui faisait la même technologie globalement. Donc on les a contactés et c'est finalement après quelques mois de discussions simples et faciles qu'on a décidé de démarrer avec eux. Et donc notre boîte commune avec Olivier, on a décidé de prendre une licence d'exploitation de technologie qui nous a permis de développer la boîte localement au sens français.
Et du coup, en France, qui étaient vos clients? C'était les divisions françaises de ces grands groupes ou des sociétés françaises? Les deux. Les Les deux. deux. Donc, quand on a créé, on s'est dit que ça allait être très utile pour des PME qui avaient peu de capacité sur le terrain. On s'est retrouvé avec un top 10 client comme Unilever, Danone, etc. Donc, comme quoi, on s'est bien trompé dans l'analyse du départ. Le Et classique. en effet, on avait classiques, deux typologies de clients. Les boîtes françaises de filiales internationales, donc Pepsi, Coca, Red Bull, voilà, on les avait tous, et des boîtes françaises pour lesquelles parfois on faisait des études en France et à l'étranger, et que c'est nous qui gérions aussi en travaillant avec toutes les autres filiales du groupe. Et il y a des clients qui ont été des accélérateurs de business? Ouais, clairement. Comme là aussi souvent le cas. Il y a les clients avec qui on discute, qui trouvent que c'est une bonne idée, qui mettent très longtemps et qui signent petit, mais ça fait avancer la boîte. Et puis il y a des clients qui un jour se disent il faut y aller, ils testent, ils voient, ça marche et ils déploient. Et on a des clients qui ont beaucoup plus rapidement joué le jeu. D'ailleurs, on parle souvent de clients, mais puisqu'on parle de business, c'est souvent des personnes chez ces clients qui font la différence. Quand C'est vrai. voilà, on dit souvent business is personal, c'est clairement ce qu'on a vu au sein d'une boîte. Les premiers échecs entre guillemets commerciaux qu'on prenait quand on allait voir une boîte, on avait l'impression qu'on avait perdu une boîte. Donc si vous perdez Coca, vous vous dites mince, il me reste que Pepsi, en gros, dans le monde des sodas gazéifiés, on va dire. Euh, mais en fait, pas du tout, parce qu'il suffit de parler à une autre personne chez Coca qui a un autre périmètre et qui lui va vous dire oui. Donc c'est vraiment grâce à des interlocuteurs clés de certaines de ces grandes entreprises qu'on a pu passer des caps de budget, tout simplement, et donc d'évangélisation, de présentation en interne, qui ont fait des petits, qui nous ont permis d'accélérer. Et voilà, on a démarré avec des paniers à 500 euros en test et on a fini avec des paniers à 200 ou 300 000 euros chez certains clients. Qu'est-ce qui a fait la différence? La relation que vous avez créée avec eux ou Ouais, alors le la temps, techno? évidemment, parce que nous, on a plus fait nos preuves, on s'est amélioré tout simplement aussi dans nos reporting et dans nos analyses, donc la qualité de notre produit, très clairement, petit à petit. La qualité de notre produit, elle est pas sortie de nulle part, elle est sortie des recrutements qu'on a fait. Donc aujourd'hui, je fais du recrutement, donc je vois bien le lien. Pour moi, il y a deux choses clés pour amener une boîte à son succès, dont évidemment les gens qui constituent cette boîte. Donc c'est du fait qu'on ait recruté des bonnes personnes, ils nous ont amené une bonne vision sur comment traduire notre produit pour nos clients. Du coup, les clients l'ont beaucoup mieux perçu, beaucoup plus utilisé. On crée un usage au-delà de ce qu'on délivrait. Et là, la pratique se met en œuvre. Et au lieu de vendre une étude pour voir ce qui se passe, on en vend 12, une tous les mois. On fait x12 en chiffre d'affaires. Donc c'est entre guillemets entre de l'intelligence produit et de l'intelligence commerciale qui vient de l'intelligence des gens qu'on a recrutés. Et du coup, c'était des recrutements stratégiques. C'était quelles fonctions particulièrement qui vous ont permis de passer ce cap? Il y a eu deux aspects, bien sûr sur des fonctions commerciales parce que des gens qui connaissaient le secteur, qui connaissaient le jargon, qui connaissaient les interlocuteurs. Donc ça ouvre les portes, ça aide et ça aide à comprendre le business. Et puis après côté opérationnel, des gens qui délivraient ce que les clients avaient envie de recevoir. C'est-à-dire, entre guillemets, parfois, quand on innove ou quand on est jeune, on veut faire un produit à son image qui nous correspond, qui change un peu les codes. Mais ça peut aussi déstabiliser le client et le client, il a plutôt envie de voir le truc qu'il avait l'habitude d'avoir, mais en mieux. Mais ça veut pas dire qu'il faut tout changer, sinon il est déstabilisé, il sait pas comment l'utiliser. Euh, En gros, c'est aussi les gens qui, chez nous, on fait nos rapports. La livraison, c'était beaucoup d'analyses statistiques qui les ont traduits, non pas en plein de chiffres compliqués, mais en 2 ou 3 chiffres clés, avec derrière une capacité d'aller découvrir plus en profondeur. Mais voilà, il y avait donc un duo clé qui était la personne qui faisait l'approche commerciale et la personne qui livrait les résultats. D'accord. Et du coup, dans ces recrutements-là, aujourd'hui, vous êtes plutôt appuyé sur des personnes qui avaient de l'expérience que des personnes à potentiel? Ou c'était un mix? Un peu des deux. Je me souviens d'un où c'était clairement un recrutement inversé dans les tout premiers. C'était quelqu'un qui venait de grands groupes, etc., alors qu'on était nous encore une start-up de 3 personnes.
Euh, donc c'est lui qui nous disait pourquoi je viendrais chez vous et qui nous prouvait qu'il en savait 1000 fois plus que nous. Donc c'était assez intéressant. Donc il y avait et son expérience, mais aussi sa capacité à passer du grand groupe à la petite boîte. Après opérationnellement parlant, c'est des gens qui ont été en capacité d'écouter les clients, de s'adapter, voilà, de pas juste délivrer quoi. Il y avait un niveau de compréhension et d'écoute du client qui était clé dans les bons profils qu'on a recrutés. Et vous avez déployé un produit qui existait, enfin, vous avez signé une licence, comme tu l'as expliqué. Du coup, vous avez dû personnaliser un produit qui existait, redévelopper un produit pour le marché français. Ça s'est passé comment? En fait, on a vraiment acheté une licence d'exploitation de technologie et on en a un peu fait ce qu'on en a voulu au début. Et donc, même parfois, on a conçu des produits que le licencieur n'avait pas forcément imaginé au début. Et du coup, même des produits qu'on a ensuite déployés à l'étranger. Par exemple, c'était vraiment visite magasin, comme je l'expliquais, mais tout ce qui était parcours consommateur, on a, enfin, presque sur le modèle de visite mystère, entre guillemets, de manière un peu vulgarisée. Ça, c'était pas forcément un marché qui avait été imaginé, conçu, et qu'on a pu créer, parce que la techno le permettait. Euh, donc nous, on a créé des approches, des solutions spécifiques en France là-dessus. Ensuite, quand on se rencontrait avec les autres pays, on a montré que ça marchait, qu'il y avait un business potentiel, et eux l'ont déployé ensuite. Et donc quand on a vu, et on a été un des premiers pays à le faire, et donc quand on a vu ça, derrière, on s'est rencontré beaucoup plus souvent avec les différents pays pour se dire qu'est-ce que vous faites qu'on peut faire et les stratégies de duplication. Et derrière, plus poussé par l'international pour le coup, une stratégie grand compte, et dire tous les pays bossaient avec Procter & Gamble. On s'est dit mais peut-être que plutôt que de faire 12 fois des petites choses, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus gros à faire dans une vision pan-européenne. Donc Les autres pays voilà. étaient dans la même approche que vous, ou ils étaient plus intégrés au sein de Rommler? Il y a eu un peu de tout, mais on a été un peu le fameux Astérix le Gaulois. On D'accord. nous disait qu'on était toujours, comme toujours les Français, hein, dans une approche européenne. On nous disait souvent, les Français, vous nous dites toujours, oui, mais nous, c'est pas pareil. C'est toujours la première phrase qu'on dit, ce qui les fait autant rire que ça peut les énerver, à juste titre sans doute parfois. Donc il y a eu un ou deux autres pays où ça s'est fait en test, mais ça n'a pas du tout marché parce que je pense qu'il y avait trop une volonté d'indépendance, je pense parfois de la part des autres pays. Et donc ça n'a pas marché. Nous, on était indépendants parce qu'on voulait, mais on collaborait beaucoup et on était dans une approche d'écoute et de partage avec les autres. Comment s'est passée la vie de Rommler en France en fait? Il y a eu des grands caps que vous avez dû traverser, différentes tailles entre le moment où vous avez créé, vous étiez deux, et la fin. Euh, Ouais, c'était un marché pas hyper simple au début, on va pas se mentir, parce que pour le coup, on s'appuyait sur une techno. Il y a pas mal de gens, c'était pas une techno non plus mirobolante, hein, c'était une app mobile qui prenait des photos et qui posait des questions. Mais c'était pas du tout ça où il y avait de la valeur client. Mais il y a plein de gens qui ont lancé des apps au même temps, et à un moment, effet startup, on était 10 à faire la même chose. Donc la première année, tous les gens à qui on parlait, ils nous disaient ah ouais, mais j'ai eu 5 appels la même semaine d'un truc qui fait la même chose que vous. Et donc en gros, c'était une bataille commerciale au début assez rude, assez dure. Et en fait, les clients se disaient plutôt que de tester un truc et on sait pas lequel est le bon, on va attendre. On va attendre parce qu'ils savaient tous que ça allait se nettoyer. C'était assez dur. Donc la première année, c'était sortir les rames et ne pas se noyer dans un océan rouge, comme on dit, un océan très concurrentiel. Très vite, on est passé de 5 à 4, de 10 acteurs à 4 en moins d'un an. Donc là, ça a permis de commencer à vivre et à faire des différences, ça permet de chacun de se positionner. Donc là, bah voilà, plus de structuration produit, plus de différenciation service, ce qui a été assez intéressant à mettre en œuvre. Donc ça, c'était un premier cap, mais assez rapide, hein. Ça a mis un an et demi. pour toi, qu'est-ce qui a Tout. fait que vous avez été parmi les quatre? Là, évidemment, un peu de résilience. Je pense que nous, notre force, c'était de pas être des technos, et donc on cherchait pas à vendre la technologie, de dire on peut vous prendre 10 000 photos en une journée, mais de dire comment améliorer la présence de vos produits en magasin.
On était sur l'usage client. Et je pense qu'il y a plein d'autres boîtes qui disaient, enfin voilà, un client pouvait nous dire, est-ce que vous avez une idée de combien de SKU par mètre linéaire je vais pouvoir augmenter, et des gens leur disaient c'est quoi un SKU, ce qui est la base, donc une référence, ce qui était la base dans leur jargon, et donc ça montrait entre guillemets qu'il y a des gens qui créaient des boîtes dans un marché sans savoir ce qu'était ce marché. Euh, ça a éliminé quand même des bons acteurs. Nous, je pense qu'on avait la connaissance du secteur et du marché avec Olivier, ce qui nous a permis déjà d'être audible et de rester entre guillemets en vie dans cette phase-là. Le fait d'être directement européen, c'est j'imagine, un Ouais, facteur de succès aussi. aussi. Même si, dans une naissance de marché, les gens se disaient pas, enfin, on allait souvent vendre des prestats locales, etc. Donc, ça montrait une sorte de solidité, mais ça faisait pas une différence très forte au début. Ça l'a beaucoup plus fait après. Et dans les stades, enfin, on est passé de 10 à 4, puis en France, voilà, il reste 2 acteurs à peu près aujourd'hui. Il y a eu un peu de consolidation. Donc voilà, ça s'est bien consolidé. On a parlé des recrutements stratégiques et du recrutement aujourd'hui par rapport à Huggy. Les ventes, comment vous les aviez structurées? C'était toi et Olivier qui les portaient? Vous avez fait appel à un directeur commercial? Vous étiez dans des ventes directes, indirectes? Ouais. Alors c'était plus moi, et puis assez vite on a recruté sur ces aspects-là. On était sur de la vente directe, très clairement. C'est assez dur, je trouve, et aujourd'hui je fais de l'innovation dans le recrutement. Je trouve que quand on innove, c'est assez dur de faire de la vente indirecte. Au début, oui. Pour grossir, c'est souvent une façon. Mais c'est toujours assez dur d'expliquer une innovation, déjà soi-même, donc par un tiers, ça peut être parfois encore plus dur. Et puis, quand on a une innovation qui est vraiment innovante, moi j'ai parfois eu le sentiment d'avoir des partenaires qui voulaient nouer des partenariats avec nous, à la fois pour dire qu'ils étaient innovants et à la fois pour maîtriser notre vitesse de déploiement. C'est-à-dire que vu qu'ils avaient le contact client, si ça innovait trop, ils pouvaient aussi dire sur ces sujets, il faut pas y aller avec eux, il faut garder notre expertise. Et j'étais toujours parfois surpris de me dire est-ce que c'est totalement à notre avantage? Pas. Notamment, en fait, ça semblait un avantage évident à court terme, et j'en doutais plus à long terme. Du coup, on n'est pas trop allé sur de la vente indirecte. Quasi jamais. Et les quelques cas où on l'a fait, ça a été assez dur opérationnellement parlant, parce que on était le dernier maillon de la chaîne qui accumulait entre guillemets les chaînes de pression, et c'était souvent un peu de notre faute si ça marchait pas du coup. Parce que c'était pas une position très confortable, d'autant qu'on savait pas, enfin par l'effet de bouche à oreille, on savait pas toujours exactement l'attendu final. Donc ça nous mettait dans des positions inconfortables pour produire de la qualité. Et du coup, l'organisation des ventes, elle est passée. Ça a été quoi? Du coup, on s'est structuré avec une équipe commerciale qui a géré des comptes clients directs, un peu séparés avec une vision marque d'un côté et distributeur de l'autre. Donc en D'accord. gros, Danone d'un côté et Carrefour de l'autre, si je simplifie. Parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux, pas tout à fait les mêmes codes, ni les mêmes organisations. Et donc, voilà, on avait des interlocuteurs dédiés qui maîtrisaient un petit peu ces enjeux-là, et qui avaient une approche dans le dur, comme on dit. La réalité du commerce, beaucoup de prospection, de participation à des événements sur lesquels il y avait un peu de savoir entre guillemets, pour qu'on fasse ressortir de l'expertise et que les gens viennent à nous. C'était quoi les grands événements, justement, salons qui pouvaient vous attirer du lead? Alors on était plus sur typiquement les événements de l'Institut du commerce. Moi j'ai adoré, c'est une association qui fédère des acteurs et qui l'encadre dans une charte éthique de comportement, de respect de la concurrence, etc. Donc un acteur tiers qui est très pertinent et qui nous permettait de comprendre des besoins simultanément de plusieurs acteurs. Je me rappelle voilà, 12 marques de boissons réunies qui nous expliquent qu'elles ont du mal à avoir accès à des données fiables sur ce qu'on appelle le hors domicile, donc tout ce que vous allez acheter dans des bars, restaurants, buvettes, etc. Qui a un énorme marché pour les boissons, mais vu qu'il est extrêmement atomisé, c'est beaucoup plus dur de savoir comment ça fonctionne.
Donc si vous faites passer des clients, nous on arrive dans les différents points de vente, nous on arrivait à savoir et donc on a co-construit entre guillemets des choses avec eux. Donc voilà, cette logique de tiers, de fédérateur était hyper importante. Beaucoup et bien travaillé avec cette structure-là, qui s'appelait l'Institut du Commerce, qui s'appelle toujours. Et puis quelques autres de manière un peu plus épisodique. Après, on passait au CIRA, on passait à des grands événements, mais voilà, pour faire de l'échange de cartes de visite, c'était pour moi pas ce qui créait du business à court terme. Vous avez créé un business model qui était récurrent chez vos clients, ça s'est passé comment? On a mis du temps, mais on y est arrivé. C'est ce qu'on cherche tous, mais c'est ce qui est le plus dur à faire. Exactement. Nous, on vendait des données. Pourquoi on achète des données? Pour s'améliorer. Et donc, on a quand même compris que si on a des données, il fallait remesurer après pour savoir si on s'était amélioré. Et on a réussi, et nous, à le comprendre, parce qu'on n'avait pas forcément, enfin, ça paraît évident, mais vous voulez tellement vendre une presta au début que vous ne vendez pas celle d'après. Mais très rapidement, on s'est quand même rendu compte que nos données, elles permettaient de proposer des axes d'amélioration concrets pour nos clients. Donc, on leur proposait, et donc il fallait mesurer l'après-coup. C'est-à-dire, que vous avez, on vous dit qu'il y a un problème le samedi après-midi sur les stocks moyens de la référence citron de votre shampoing phare. Maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, on vous laisse le temps de mettre en place un plan opérationnel et donc on va remesurer avec la même méthode. Sinon, les comparaisons sont plus compliquées. Et donc, ça nous permettait de créer des notions de récurrence. Mais cette récurrence, c'était vous qui l'avez poussé, les clients la demandaient, il y a eu justement un phénomène de marché qui a fait que tout le monde en a voulu en même temps? On l'a poussé, on a compris qu'il fallait la pousser économiquement et en termes de qualité produit. Les quelques clients qui ont démarré ont dit que c'était beaucoup plus pertinent pour eux, aussi dans une logique de reporting interne, de conclusion, de calcul de ROI. Et quand on a compris à travers un cas client que c'était fabuleux de le faire comme ça, là on a poussé ça de manière beaucoup plus massive. Et ça a bien pris parce que en fait c'était une évidence. Mais les évidences ne sont évidentes que quand ça devient évident, et pas avant. Ouais. Mais du coup, quand on a compris ça, on l'a vraiment intégré dans notre modèle, ce qui a quasiment presque doublé notre chiffre d'affaires. Hein. On vendait 2 fois au lieu d'une, tout simplement. Alors, il y avait un peu d'économie d'échelle, donc c'est pas exactement x2, mais ça a permis beaucoup, et tout en satisfaisant mieux le client qui avait un meilleur retour sur investissement et qui prouvait en plus que l'approche était très héroïste. Je comprends. Toi qui aujourd'hui est très orienté ressources humaines, c'était quoi la culture d'entreprise que vous avez créée au sein de Rommler? Bonne question. On avait Et question bonus, qu'est-ce que tu as gardé ouais. chez Huggy? Et qu'est-ce que tu as changé? Souvent dans les petites boîtes, on dit que c'est très lié aux dirigeants, donc il y a beaucoup de choses que j'ai gardées. Il y a une notion de transparence, c'était dans ce qu'on vendait et dans notre comportement interne. Donc la transparence des données qu'on apportait, et après la transparence dans où on en est, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur, quelles sont les joies, quelles sont les tristesses du moment, et le diffuser au sein de l'équipe pour que on soit dans le même bateau et qu'on avance ensemble. Je dis ça devant les personnes qui travaillent aujourd'hui avec moi chez Weggy, et donc pour certaines étaient aussi chez Rommler. Comme quoi il y a aussi des transfuges. Donc il y avait cette notion de transparence, prendre du plaisir. C'était une des 4 valeurs qu'on avait mis. Pour moi, enfin les gens qu'on côtoie, on les côtoie presque autant que les membres de nos familles. Enfin, on passe 35 heures avec eux légalement parlant par semaine. Après, on dort un tiers de notre vie et l'autre tiers il est avec la famille, etc. Mais on est là aussi pour que ça se passe bien, quoi. Il faut que ce soit une source d'épanouissement, il faut qu'il y ait une osmose, il faut qu'on soit content de faire ce qu'on fait. Il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où c'est plus dur, on se le dit. Mais en tout cas, il faut que sur la durée, ça amène du positif à chacun et à tout le monde, ce qui est différent. Donc ça, c'était très important dans notre animation. Et après, il y avait aussi quelque chose qui nous tenait à cœur, notamment à Olivier, je m'en souviens, c'est le côté amélioration continue. C'est-à-dire à chaque fois qu'on faisait des choses, comment on pouvait
continuer à s'améliorer, même si on nous disait que c'était bien, qu'on voyait qu'on avait progressé, comment on ne se contentait pas et qu'on continuait à essayer de faire toujours mieux sur notre relation avec les clients, ce qu'on livre, mais aussi notre vie en interne, notre façon de produire, voilà, tous ces aspects-là. Et du coup, vous avez peut-être mis en place des outils ou pour faire vivre ces process qui ont été Euh, structurants? oui, sans doute. Alors, c'est des outils un peu informels, c'est-à-dire au sens où c'est pas des outils outillés, mais typiquement, dans nos réunions d'équipe qu'on animait de manière hebdomadaire, il y avait cet enjeu de transparence absolue, de dire où on en est en termes de trésorerie, d'avancée client, de gestion des opérations, de charges. Enfin, et en fait, ça permettait de créer une entraide assez forte. Le fait que tout le monde exprime, enfin, le fait de savoir que si vous n'êtes pas commercial, c'est dur pour les commerciaux, ou l'inverse pour des opérationnels, etc. Ça crée aussi une notion de solidarité, d'avancer ensemble et de pouvoir soutenir et de donner un coup de main quand c'est possible. Cette approche de bienveillance, qui est un mot un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, comment on la mettait en comportement au sein de l'entreprise pour que ce soit au bénéfice et de chacun et de l'entreprise. Donc ça, c'était un outil, enfin, c'était une façon d'animer, en fait, la relation et les équipes qui nous permettaient, en fait, d'être un outil au service de la boîte. Voilà, il y avait nos fameux enfin l'importance aussi des kick-off quand on vend de la prestation, c'est des réunions où il y a une transition entre le commerce et la suite parce que c'est des produits qui demandent toujours un peu d'ajustement et des choses qu'on a mis du temps à faire et qu'on n'a pas toujours bien fait, mais le kick-off, c'est-à-dire que le commercial briefe souvent les opérationnels au début et à la fin c'est important que les opérationnels puissent faire un point en disant on a vendu un truc hyper compliqué par rapport à ce qu'on savait faire, on a galéré comme c'est pas permis, ou alors c'était hyper simple, enfin voilà, mais que ça aille dans les deux sens. Tu avais une méthode pour vraiment aligner les commerciaux avec les opérationnels? Parce que c'est souvent un challenge que beaucoup rencontrent, où on dit que le commercial vend quelque chose qui n'est pas produisible, et ce qui est souvent vrai d'ailleurs, au départ, on ne sait pas forcément comment on va le vendre. Non, j'ai pas Non? fait de miracle là-dessus. Non, non, bah, enfin, il fallait vendre. Il y a des périodes où il fallait vendre entre guillemets. Voilà, quand c'est un peu plus dur, on se dit on vend et puis on verra bien. Après, on arrive toujours à apporter une satisfaction client. Parfois, beaucoup plus dans la difficulté, donc ce qui est pas bon à terme, mais mais il y avait ces enjeux-là. Donc l'important, bah, pour le coup, c'est la transparence, c'est d'aller récolter les infos, d'aller faire les points, de voir pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui est difficile, comment on peut aider, comment on peut œuvrer, et comment on n'isole pas les cas clients. Voilà, si quelqu'un d'autre l'a déjà fait ou a fait quelque chose de ressemblant, comment l'info circule plus vite, des choses comme ça. C'est aussi simple que basique, mais finalement c'est rarement fait. Enfin, c'est aussi pour ça que j'ai créé Huggy et le recrutement circulaire. Deux personnes qui travaillent l'une en face de l'autre, elles ne savent pas forcément exactement sur quoi l'autre est en train de perdre une heure, alors que cette personne l'a peut-être fait il y a la semaine dernière, quoi, en 2 minutes. Donc c'est vraiment comment essayer de tout le temps aligner, de montrer, de cumuler la connaissance pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de galère, quoi. Mm. Il y a certains qui ont partagé comme astuce le fait d'avoir mis zéro commission aux commerciaux et en fait d'avoir une prime qui soit une prime globale d'entreprise de façon à ce que tout le monde travaille dans l'intérêt commun. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi à un moment ou à un autre? Est-ce que c'est une idée qui te fait sourire aujourd'hui quand on t'en parle? Comment tu vois justement la rémunération variable des commerciaux et des autres dans l'entreprise? Ouais, ça me fait sourire parce que ça me plaît. J'ai lu le bouquin La règle, pas de règle du créateur de Ouais. Netflix qui en parle beaucoup. Donc, Rolls Et je l'ai Royce. lu ouais, entre mes deux boîtes. Donc je l'ai pas fait chez Romler. Et là, on essaie de le faire chez Oggy. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'est hyper important pour moi d'avoir un cap commun. Euh, c'est pas une question facile parce qu'il y a non seulement une culture
professionnel au niveau du pays, entre guillemets, et bien sûr à la comparaison quand on recrute. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui paraît différente de l'autre. Et donc si vous vendez beaucoup, vous vous dites que vous pouvez faire des bonus potentiellement beaucoup plus mirobolants dans une autre boîte, donc vous pouvez privilégier cette boîte potentiellement. Mais moi j'aime beaucoup l'idée, enfin le bouquin de Netflix en parle hyper bien, il explique assez bien. Donc je le conseille à tout le monde. C'est très 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 intéressant de se dire, je trouve, il faut vendre, sinon une boîte n'est pas une boîte. Donc il faut faire comprendre que le rôle du sales, du commercial est essentiel dans une boîte. Mais si on ne fait que vendre et qu'on ne produit rien, c'est un feu de paille et ça durera pas. Donc en fait tout le monde enfin il faut en tout cas que les boîtes se construisent qu'avec des personnes essentielles les unes aux autres, les unes pour les autres, les unes avec les autres, et donc il faut que ça soit compréhensible et juste aussi dans le système de REM qui est mis en place. C'est clair. Après en théorie c'est assez beau, en pratique c'est toujours plus complexe. Non, puis c'est pas forcément dans les mentalités, hein, c'est ce que tu racontais. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je pense que certaines personnes y sont sensibles à partir d'un certain âge, ou peut-être à un certain âge, et donc du coup, c'est pas encore rentré dans toutes les pratiques. Ouais, puis ça se mêle à des nouvelles opportunités légales qui sont bien autour de l'intéressement, de la participation, mais qu'on considère souvent cumulatives. Donc c'est pas voilà, ça remplace pas quoi. Donc faut trouver l'équilibre. Ouais. Non, je pense que c'est plus facile à mettre en œuvre dans une nouvelle entreprise que dans une entreprise déjà existante en plus. C'est quasi impossible de revenir en arrière, ouais. On est d'accord. Si on a mis un système en place. On en a parlé en introduction. Bon, à un moment, il y a un événement qui fait que il y a un process qui démarre pour que Rommler France rejoigne le groupe Rommler. Ouais. Ça s'est passé comment? Raconte-nous un peu cet épisode. À quoi, enfin, est-ce que tu étais préparé? Qu'est-ce qui a fait que ça se passe comme ça, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a un peu surpris dans ce processus-là? Tout s'est très bien passé. Ça s'est fait très vite parce que c'est arrivé pile aussi au moment du Covid. Pour nous, on était un métier de retail, donc autant dire que le jour où il y a eu confinement, zéro de chiffre d'affaires. Donc voilà, contexte forcément particulier. Rommler avançait hyper bien. On a décidé en effet pour la cohérence et pour la pertinence du modèle de la boîte que tous les pays se réintégraient ensemble pour avancer et pour pouvoir notamment financer un développement plus important. Donc c'était une grosse levée de fonds qui a été communiquée de 20 millions d'euros à l'époque. Et avec cette arrivée, moi c'était un moment où mon rôle changeait forcément. Parce qu'avec Olivier, on avait créé une boîte qu'on développait, et puis là, on s'intégrait à un autre groupe. Donc, comme dans énormément, comme dans énormément de cas, voilà, quand les projets changent, les dirigeants se posent des questions, et quand il y a des intégrations, souvent, ils s'effacent. Donc, il y a eu une longue période de transition pour que tout se passe bien opérationnellement. Et puis ensuite, voler vers d'autres horizons. Un classique du genre. Ouais, c'est un classique, mais toi, tu t'étais préparé à cette éventualité. Et il y a eu un processus de due diligence qui s'est fait par Rommler pour racheter Rommler France. Bon, on se connaissait très bien, donc D'accord. c'était hyper léger. Voilà, on était déjà en collaboration, donc pour le coup là, c'était pas très classique, mais plutôt simple. Et, ça, est-ce que j'ai été surpris? Non. En fait, c'est marrant parce que maintenant, moi, je suis président d'une asso économique, comme tu l'as dit, à Lyon. Pas mal de gens ont vendu post-Covid ou pendant le Covid, dans des bonnes conditions d'ailleurs, la plupart du temps, malgré le contexte. Mais en fait, quand on crée une boîte, il y a peu de moyens. Enfin, la vie, on connaît la fin de la vie. On sait On ce est qui va tous d'accord. nous arriver. Pour une boîte, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, soit on dépose le bilan, soit on la vend, en gros. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu quand on va voir des incubateurs, des créations d'entreprises. On va parler de développement, de levée de fonds. Il y a des milliards de sujets là-dessus. Le sujet de la vente, il est un peu plus tabou, entre guillemets. Enfin, il est pas tabou, mais
on valorise pas des gens quand ils ont des projets de création parce qu'ils vont vendre une boîte. Bien Non. au contraire. Mais on devrait les préparer. De toute façon, c'est la meilleure sortie qui puisse arriver pour eux. Donc, soit en dehors de la transmission familiale, éventuellement, qui est un schéma qui peut se faire. Mais donc, il vaut mieux que ça arrive, sinon c'est pas très bon signe. Et c'est vrai qu'on en parle peu et qu'il y a assez peu. Alors, il y a des gens dont c'est le métier qui vous accompagnent à structurer ça et qui prennent un bon montant de la vente généralement. Ou alors, c'est l'échange entre pairs pour dire, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir rencontrer des gens qui avaient vendu. Parce que il y a un autre effet important, c'est que on a une longue période de transition, on a beau se préparer, le premier lundi où on n'a plus sa boîte, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est un peu comme les gens qui étaient très actifs et qui partent à la retraite, ils disent tous, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais généralement, vous préparez longtemps à l'avance. Le côté patron de boîte, t'es quand même pas mal dans l'activité au quotidien. Bien sûr, tu peux l'anticiper parce que tu vas le savoir quelques mois à l'avance, mais il y a quand même un côté oh, j'ai j'ai plus rien à faire. Moi, je m'étais blindé mon agenda d'événements associatifs, de mentorat, de trucs pendant les 2 premières semaines. J'étais hyper actif, j'en pouvais plus, mais j'avais oublié que pendant ces 2 semaines, il fallait que je prépare des choses pour les semaines d'après. Et du coup, ça m'a fait ça le lundi de la 3e semaine. Et là, je me dis, putain, j'ai rien à faire. Mais alors, rien de chez rien, ça m'avait fait bizarre. Et donc, je me suis dit, il faut que je recrée une boîte vite et petit processus de quelques mois pour repartir sur une nouvelle aventure. Et parle-nous de cette nouvelle aventure, un peu. Ouais, écoute, une nouvelle C'est quoi aventure le qui s'appelle constat? Obi. Qu'est-ce qui a amené à cette création? Tu vois, je savais que j'allais recréer une boîte, mais je savais pas quoi. Et donc, en gros, l'idée, ça a été d'étudier le marché, et on était 2021, 2022. En gros, tout le monde nous disait, on a du mal à recruter. Mais vraiment tout le monde. Les réalités n'étaient pas les mêmes. Il y a des gens pour qui c'était très très dur, et d'autres c'était juste plus dur qu'avant, mais tout le monde était un peu dans ce côté disons, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est galère, le candidat est roi. On avait un peu d'écho, un peu aigri, on le ressentait les gens veulent plus bosser. Enfin, on entendait des choses un peu, on sentait de la fatigue entre guillemets. Je me suis dit, si tout le monde a le même problème, il y a peut-être une innovation à apporter. Et du coup, quand je me suis un peu dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans le recrutement, j'ai aussi été voir des candidats. Et bien que les employeurs disent tous, franchement, c'est hyper dur de recruter, si on a un candidat, on le prend, on sera bien content. Les candidats, ils me disaient pas, ouais, je trouve un boulot demain si j'ai envie. Loin de là, puisque Pas juste besoin de traverser la 71 route. non, ça dépend des métiers, etc. C'est plus facile qu'à d'autres moments, mais on va aussi se dire que 71% des candidats qui postulent en ligne n'ont pas de réponse, aucune réponse. Donc il y a la première réalité, c'est que quand on cherche un boulot et qu'on postule à une offre, on ne répond pas. Ça, c'est la majorité des cas. Malgré le fait que les recruteurs disent il n'y a pas de candidat. Et donc 71%, c'est sorti d'un testing qui a été fait il n'y a pas longtemps, et Indeed lui-même annonce en conférence qu'il y a 91% de non-réponse humaine aux candidatures sur sa plateforme. D'accord. Donc c'est des chiffres assez affolants. Ouais. Et donc on s'est dit qu'il y avait une opportunité. Et la moyenne, il y a une stat il y a une petite phrase de Marie qui est en face de moi, qui m'a fait un peu bifurquer sur ce modèle. C'est, en gros, quand on postule, on est candidat, et puis souvent on nous dit non au bout d'un moment. Enfin, en fait, s'il y a une offre, il y a un emploi. Donc il y en a un à qui on dit oui, et tous les autres, on leur dit non. Et tous les autres, c'est la majorité. Mais le principe du recrutement, c'est quand on est candidat à un moment, on devient recrue d'un autre. Donc les candidats des uns deviennent les recrues des autres. Et pourtant, tout le monde fait ça en parallèle. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu cherches un commercial à Lyon, pour prendre cet exemple, parce que j'y suis. En fait, on fait l'étude là avec Adrien régulièrement. Il y a 311 boîtes qui cherchent la même chose sur Lyon. Bon, commercial, il y a plein de dissociations, mais imaginons comptable.
encore plus simple. Il y a 311 boîtes qui font la même chose sur Lyon. 311 boîtes, elles cherchent globalement les mêmes compétences au même endroit, au même moment, dans des conditions qui vont varier un peu, avec des niveaux d'expertise qui vont varier un peu, mais il est évident qu'il y en a plein qui ont envie de rencontrer les mêmes personnes. Pourtant, elles font tout ça, toutes dans leur coin, en parallèle, en nous disant que c'est long, que c'est dur, que ça coûte cher, et que c'est un process qui est agréable pour personne. Et les candidats nous disent, je me suis impliqué, j'ai passé pas mal d'entretiens, j'ai presque été au bout, mais en gros, on m'a dit que j'étais deuxième, donc je recommence à zéro à chaque fois. Notre constat, c'est de se dire, si on fédérait les employeurs pour qu'ils nous disent, ce qui sera aussi valorisable dans l'expérience candidat et dans la marque employeur, en fait, si vous allez en finale dans une boîte, on va vous dire pourquoi on vous prend pas, mais on va vous aider à rentrer en contact avec d'autres employeurs. Et donc on pose des questions aux employeurs en disant qui sont vos finalistes que vous avez trouvé bien mais que vous n'avez pas pris, et on leur propose de les accompagner vers un autre emploi parce qu'on a identifié l'ensemble des autres acteurs qui cherchaient leur typologie de profil en ce moment sur la même ville et qu'ils ne connaissent pas forcément. Typiquement, un comptable à Lyon, je mets ma main à couper qu'il y en ait peu qui ont postulé aux 311 offres de comptables à Lyon. Et parce qu'elles sont aussi noyées parmi 8500 annonces par semaine à Lyon sur LinkedIn, que c'est long de répondre à tout, ou alors que c'est pas assez impliquant à travers une candidature simplifiée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de recréer des liens en se disant comment on peut faire une approche plus commune sur un sujet qui est pas purement concurrentiel. Et là, aujourd'hui, tu vends un service de recrutement ou tu vends une plateforme? Je vends un service de recrutement plateformisé. Donc c'est comment on met le service, enfin comment on met le digital et l'outil au service d'un gain de temps, etc. Donc j'ai notamment une plateforme qui permet d'inciter les employeurs à me partager leurs profils très rapidement, très simplement, tout en valorisant leur expérience, en leur donnant des nouvelles des candidats qu'ils ont recommandés, en sachant ce qu'ils deviennent, combien d'entretiens ils ont, avec l'accord de chacun évidemment. Et puis on incite les candidats à dire merci, à personnaliser le mot. Enfin, on crée une relation entre guillemets qui se prolonge après un nom. Pour savoir ce qu'ils deviennent et ce qui permettent aux boîtes de comprendre un peu quelles sont les autres entreprises qui sont liées à elles finalement sur un bassin d'emploi, puisque les candidats que vous avez vus en finale, donc qui étaient quand même bons et pertinents pour vous, où est-ce qu'ils vont finir? Et donc ça nous permet de créer des cercles entre les différentes boîtes pour que on identifie comment on peut passer un profil d'une boîte à une autre. T'as expliqué en fait comment pour toi tu avais vécu en fait la sortie et de Rommler et la nécessité pour toi en fait de te relancer dans Huggy. Comment t'as communiqué ton départ en fait aux équipes? Comment est-ce que tu sais comment ils l'ont vécu? Hmm. Je l'ai fait en réunion d'équipe pour que tout le monde soit là le même jour au même moment. C'était très désagréable. C'était un mauvais moment pour moi, hyper émouvant. Ça a été vécu avec émotion. Il y a eu quelques larmes à ce moment-là, parce que je crois que quand on est dans une petite boîte, on rejoint un projet et aussi une équipe et parfois des dirigeants. On était deux avec Olivier, mais voilà, il y a forcément un lien fort, quoi. Donc Indiscutablement, ouais. l'actualité nous le montre avec ChatGPT, OpenAI. Je crois que 96% des salariés ont dit qu'ils suivraient s'il allait chez Microsoft. Donc on sent qu'il y a des gens qui embarquent avec eux. Je n'ai pas eu cette stat, mais en même temps j'avais pas d'autres projets derrière. Mais j'ai quelques personnes qui, pour le coup, après ont aussi quitté et avec qui j'ai gardé contact, dont certaines m'ont rejoint, dont certaines m'ont demandé s'il y avait des opportunités parce qu'on sait qu'on sait bosser ensemble intelligent. Ouais, je comprends. Là, dans toute la vie de dirigeant que tu nous as raconté, est-ce qu'il y a des pièges que tu aurais pu éviter et des erreurs qui t'ont été utiles ou énormément appris? Ouais, j'essaie de noter
50 petites phrases ou adages stupides et simplistes où tout le monde me dit oui, bah merci, je le savais, mais qui sont en fait assez clés dans la gestion d'une boîte. Tu les partages? Oui, quand même. Il y en a 50. Bah, il faut que je le fasse. J'attends d'en avoir 50 pour le faire, en me disant qu'il y a un peu de mâche, comme on dit. Non, mais après, c'est des phrases qu'on m'a dit. C'est mon ancien patron de chez Cospirit, Florian, qui disait, tu sais, cash is king, regarde ton compte bancaire, sinon tu vas être en cessation de paiement. Et c'est bête, mais voilà, bon, on me l'avait dit, donc je le fais. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Phrase pareil, on dit oui, ok, t'as pas inventé la lune, ben applique-le bien et tu verras que tout va mieux. C'est très dur à appliquer parce qu'on veut avancer, on se dit ouais, mais bon, c'est pas idéal, mais ça va passer. Ça passe rarement quand on a un doute. Donc oui, voilà, il y a plein de petites phrases comme ça, des erreurs, oui, on en a fait évidemment. On en a fait pas mal, évidemment. Après, on a eu la chance de toujours s'en sortir et de sortir à peu près par le haut. Donc, on va pas s'en plaindre. Mais ouais, on en a fait un paquet. Est-ce que j'en ai une qui m'a profondément marqué? Sur des rendez-vous commerciaux, il y en a qu'on a complètement raté. Et notamment au début, je crois qu'on a présenté notre boîte et peut-être que même malgré toute l'attention que je fais pour pas le faire pour Guy, on reduplique un peu ce problème. Quand on essaie d'innover ou de disrupter un marché d'une certaine manière, on a tendance à laisser penser ou à faire croire ou à laisser entendre que notre produit est révolutionnaire. Ça, c'est horrible. C'était le premier retour d'un de nos contacts chez Coca-Cola à l'époque, qui nous avait dit votre produit, c'est pas une évolution, c'est une révolution. On est sorti du rendez-vous assez gonflé à bloc, en disant waouh, t'as vu ce qu'on a fait, c'est incroyable. Même le vice-président de Coca, il nous dit que c'est une révolution, c'est génial. Et en fait, c'était la pire des remarques qu'on pouvait nous faire, parce que personne n'achète une révolution. Une révolution, ça veut dire que ça met le bazar, que ça coupe des têtes, que ça renverse tout, et personne n'a envie de tout renverser dans sa boîte, personne n'a envie que ça devienne archaïque et complètement n'importe quoi dans sa boîte. Donc c'est inachetable, une révolution. Donc commercialement, c'est une énorme erreur de penser qu'on va faire une révolution. En tout cas en B2B. B2C, peut-être un peu moins. Et donc comment faire comprendre qu'on est capable de faire fortement évoluer un secteur sans faire de révolution? Ça, c'est quand on a compris ça, nous, c'est là où on a aussi commencé à mieux vendre. Et c'est là où, en recrutant des gens du secteur, du jargon, comme on en a parlé tout à l'heure, on a un peu mieux coché ces codes-là. Mais c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que c'est un enseignement majeur là que tu es en train de nous dire. Parce qu'en fait, effectivement, on veut toujours révolutionner et on est habitué au pitch révolution. Oui, il faut. Moi, j'en reçois pas mal de pitch parce que après, je suis dans des jurys, parfois d'écoles de commerce. Enfin, j'ai fait l'EM, je suis invité parfois dans des pitchs de start-up, etc. Quand on me dit c'est la révolution de, c'est la révolution du, je me dis est-ce que ce produit est nuançable, entre guillemets, est-ce qu'on va pouvoir le faire rentrer dans un mode de fonctionnement actuel? Sinon, ça peut être une rupture technologique, ça peut être génial, mais ça va avoir du mal, quoi. C'est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de te lancer ou tu aurais aimé avoir d'autres conseils? J'aurais bien aimé qu'on me dise tu vas trop loin, quoi. Si on dit et puis il y a le côté pas crédible. Moi, je me souviens d'un directeur on avait 6 mois, on était tous les deux avec Olivier, et on lui disait il y a des problèmes importants dans vos magasins. Et le mec nous a fait un silence de 30 secondes, et il nous a dit je sais pas comment vous le dire, mais vous êtes deux petits cons de 30 ans. Ça fait 6 mois que vous êtes dans mon secteur. Ça fait 40 ans que je gère mes magasins. J'ai 6000 personnes qui s'en occupent au quotidien. Et vous êtes en train de me dire que j'ai pas de baguette en fin de journée dans mes magasins, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Et on savait, et on avait la preuve, et on avait des photos horodatées et géolocalisées qui disaient qu'on avait raison. C'était complètement inaudible. Parce qu'on le présentait de la mauvaise manière. Avec de l'assurance. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, il a des gens tous les jours qui lui disent que tout se passe bien. Enfin, voilà, il s'améliore, il fait des choses, mais on est arrivé de la mauvaise manière.
On avait la bonne info, on avait quelque chose d'important pour lui, mais on l'a présenté d'une mauvaise manière en étant trop puriste, trop jusqu'au boutiste. Et donc du coup, c'était trop révolutionnaire entre guillemets dans la façon d'approcher le sujet. On parle de baguette de pain, hein, mais on n'est pas en train de faire des fusées. Mais Et tu aurais une bonne voilà façon de le présenter aujourd'hui? Ou ça te paraît toujours, tant que tu as pas voilà. la crédibilité, difficile à Alors présenter? la notoriété et la crédibilité, il faut l'établir, ça aide quand même. Euh, D'ailleurs, cette personne nous avait dit, il y aurait écrit le nom d'un énorme cabinet connu de tous sur votre étude. Potentiellement, j'aurais pu regarder et y croire. Donc la crédibilité et l'étiquette étaient hyper importantes. Après, c'est aussi, enfin, on aurait pu l'amener beaucoup plus intelligemment. Écouter, laisser parler, plutôt que d'arriver avec une info qui brusque. Laisser poser les questions, proposer, etc., suggérer et dire et si on regardait ce point et enfin oui, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux en étant prévenu parce qu'en fait quand on arrive avec une révolution, on est en train de dire je sais pas ce que vous faites, je sais pas depuis combien de temps, mais alors vous êtes vraiment nul dans ce que vous faites parce que si vous passez par moi, vous êtes 1000 fois meilleur. Et en fait, quelque part, on est en train d'aller voir des gens en disant que vous êtes vraiment des gros imbéciles parce que c'était quand même pas bien dur de faire plus simple. Et bon, ça fait 2 mois que j'ai créé ma boîte, mais évidemment, j'ai trouvé la solution pour vous. Et en plus, pour 10 fois moins cher que le marché. Et en fait, tout le monde, enfin, il y a 80% des pitchs qui disent ça aujourd'hui. Bonjour, ça fait 10 ans que vous bossez n'importe comment, en payant 10 fois le prix du marché. Mais moi, j'ai la solution et ça fait 2 mois que je les traîne et je peux vous dire, ça a marché. Et du coup, c'est vrai que c'est assez inentendable par les clients. Ça se comprend. Et toi qui es au contact aujourd'hui de pas mal d'entreprises par Cercle Pépite, est-ce qu'il y a une configuration d'entrepreneuriat qui fait que tu partirais pas dans un projet? Non. Ce qui va compter, c'est l'humain, en fait. C'est qui nous entoure. Enfin, je ne sais pas trop ce que tu entends par configuration, mais du moment qu'on sait qu'il y a un marché, enfin après on va étudier un marché, on se dit tiens il y a un marché, il y a de l'importance. Après c'est est-ce qu'il y a de l'humain, enfin comment moi je perçois l'humain dans ce secteur-là, pour me dire on va pouvoir parler, faire passer des messages, ils vont être audibles. C'est ce système de compréhension entre guillemets interconnecté, mais sinon le secteur d'activité ou association, non-association, enfin Hmm. il n'y a pas Et, grand-chose qui me et d'ailleurs, rebuterait. tu vois un portrait robot des bons associés dans ce que tu as vu? Non. Mais par contre, la complémentarité entre associés est clé. Et comment tu l'assesses au-delà Pour le coup, de... avec un bon avocat, moi je me souviens de notre avocat qui nous avait dit, messieurs, vous êtes dans une ligne de miel de l'association, vous vous dites que ça va bien se passer, etc. Moi je suis là pour prévoir le divorce avant votre mariage. C'est-à-dire que vous vous lancez dans une aventure qui est professionnelle et elle va durer un certain temps, on ne sait pas combien. Dans votre vie, vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Vous n'allez pas, à l'époque, on était assez jeunes, vous n'allez pas vous marier au même moment. Il y en a peut-être qui aura des enfants, l'autre pas d'enfants, un accident de vie, pas d'accident de vie, une volonté de déménagement. Tout ça, ça peut se passer et c'est vos vies respectives. Mais en gros, est-ce que ça se passera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans? On ne sait pas. Mais en gros, vos vies elles vont pas forcément être totalement parallélisées. Et donc, ça posera peut-être des problèmes pour votre boîte. Et donc, comment on gère cette situation? Et le fait de se poser cette question au début, enfin, question qu'on se pose jamais, hein, et qu'un avocat nous dise, le jour où quelqu'un dit, j'en ai ras le cul, je veux tout lâcher, comment on fait? Eh ben, ce petit exercice d'écrire, c'est hyper intéressant. Et entre associés, ça permet aussi de voir comment on projette les choses. Et qu'est-ce qui pourrait faire un jour que ça marche pas? Un accident, un ras-le-bol, une famille, un rapprochement familial, des enfants, enfin, qu'est-ce qui va faire qu'un jour, de dirigeants, la relation à l'argent, qui est clé, la relation à la difficulté, euh, voilà, qu'est-ce qui font que les trajectoires de 2 associés qui, au moment où ils se parlent, se rejoignent sur plein de sujets, peuvent se distendre.
fait, c'est une projection, donc c'est hyper dur. Mais il y a quand même des gens qui, en fait, un avocat, il est bon là-dedans parce qu'il a vu plein de gens, plein d'associés se séparer. Parfois dans de bonnes circonstances et dans de mauvaises, et donc il sait assez bien, il a une bonne vision de cas d'études différents, il peut en parler, en témoigner, et donc c'est assez intéressant de consulter cette typologie de profil. Et du coup, quelle est pour toi la seule qualité que doit avoir un entrepreneur? Je te rassure, c'est notre question de conclusion. Ouais, non, non, il y en a quand même pas mal à avoir parfois, mais moi qui ai fait une boîte, enfin qui redémarre de zéro là, je dirais la résilience et l'abnégation quand même. Parce qu'au début, faut un peu ramer quoi. Quand même beaucoup T'as d'étapes à l'impression que c'est franchir plus dur et tout aujourd'hui gérer. ou que c'était plus dur avant? Non, il y a quand même un écosystème. Déjà, l'entrepreneuriat est plus valorisé déjà qu'avant. Il est plus aidé, il est plus accompagné. C'est pas un mot qui est pas compris dans une banque aujourd'hui. Pouvait être le cas il y a quelques décennies. Il y a des structures comme la BPI. Enfin, il y a quand même tout un écosystème vachement axé autour de l'entrepreneuriat et qui aide et qui pousse. Donc déjà, ça aide. Les grands groupes font des actions auprès des startups. Enfin, c'est un mot qui est compris startup. Il y a 20 ans, on savait pas ce que ça voulait dire, quoi. Euh, donc l'écosystème, il a plutôt bien bougé. Donc non, je pense que c'est peut-être même un peu plus facile. Après, par contre, il y a un peu le côté médiatiquement, on va parler de trois startups qui cartonnent. Ça veut pas dire que parce qu'on crée une boîte, il faut viser ça. Il y a plein de typologies de projets avec ambition, avec grande ambition, avec moyenne ambition, avec peu d'ambition, personnel, pas personnel. En fait, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais parfois on sent l'obligation de faire un truc énorme tout de suite. Il y a un peu cette sorte de pression par l'exemple qui dit qu'il faudrait réussir en faisant des dizaines de millions, etc. On peut réussir juste en s'épanouissant et en réussissant à en vivre. Donc c'est peut-être plus ça la petite nuance de la pression aujourd'hui autour de la création d'entreprise, mais faut juste savoir ce dont on a envie pour aller faire en sorte de le réussir. Bah écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. Je te remercie beaucoup, Baptiste, pour ce temps qu'on a passé ensemble. Euh, Merci à vous. C'était très instructif. Et puis, bah écoute, bonne chance pour Huggy. Et puis, à très bientôt sur Lyon. À bientôt. À Bonne journée. bientôt. Ciao et merci encore.